Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Ça y est, DJI a enfin sorti un drone FPV Cinewoop, le DJI Avata. Vous avez déjà certainement vu plein de reviews, vu toutes les caractéristiques de ce produit, mais nous on va essayer de répondre à la question qui nous importe le plus, c'est en tant que pilote de drone, est-ce qu'on va l'utiliser ou pas? Allez tout de suite, générique. Le DJI Avata se classe dans la catégorie des Cinewoop, c'est-à-dire des drones qui sont carénés, qui sont protégés au niveau des hélices, ce qui lui permet de faire des vols en intérieur ou à proximité de personnes qui sont beaucoup plus sécures. On va avoir moins peur de prendre des pets, de prendre des risques avec cette machine, et c'est ça qu'on aime dans cette catégorie de drone FPV. Donc vous voyez, il est très bien protégé, il est protégé sur le dessus, il est protégé au niveau de la caméra, il est protégé au niveau des hélices. Globalement, c'est un drone qui est robuste, on a pu l'essayer pendant un petit bout de temps, et il a déjà pris pas mal de pets dessous, dessous, sur les côtés, enfin bref, il s'en sort très bien, il est toujours indemne, donc en termes de robustesse, on est plutôt content du résultat. Je pense que entre un Beta FPV 95X avec une GoPro Naked dessus et ce DJI Avata, le Beta FPV aurait déjà foutu la GoPro Naked dans l'air. Et oui, parce que vu que d'habitude sur un Cinewoop, on met une GoPro qui est très légère, très fragile, très sensible au choc, forcément ça la rend plus fragile d'un point de vue général et on a tendance à prendre moins de risques avec en vol. Avec cet Avata, on a une belle protection d'ailleurs, il existe d'autres protections que je vous mets en lien en description si vous voulez, qui permettent de rajouter encore une structure en aluminium devant. Avec ça, franchement, vous aurez un tank et c'est un drone qui, globalement, aura une durée de vie qui sera supérieure, je pense, à un Cinewoop classique. Tout du moins, une durée de vie supérieure pour la caméra qui ira sur le Cinewoop classique. Avantage par rapport à un Cinewoop classique, c'est son autonomie. D'habitude, on arrive à 5 voire 8 minutes maximum avec un Cinewoop classique. Là, je retrouve la même sensation que j'avais lorsque j'ai testé le DJI FPV pour la première fois. On a une batterie de quasiment 15 minutes, alors ça dépend de comment vous volez, mais on sent clairement la différence en termes de vol. On peut s'arrêter, on peut reprendre son souffle, on peut repartir. Et ça, c'est vraiment très agréable parce que le but de cette machine, et ça me fait une excellente transition, c'est de s'amuser. Il y a quelque chose dont on parle peu dans l'univers du drone, mais pour moi qui est très important. C'est que là où on a commencé à se faire plaisir avec du drone lorsque les drones stabilisés sont sortis, c'était l'image. Or, l'image, on en a vite fait le tour, on connaît tous les modes de vol automatique, on a toujours vu 1000 fois les mêmes plans, etc. Et moi, le FPV, c'est quelque chose qui m'a remotivé dans l'univers des drones. Plus pour le fait de voler en stabilisé, mais parce qu'on a de nouvelles sensations avec le FPV. On peut voler juste pour le plaisir de voler. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avec des drones stabilisés. Sauf que, comme vous l'avez vu à travers de toute la série de vidéos qu'on a faites sur le sujet, c'est extrêmement compliqué de s'y mettre. Il faut composer sa machine, la mettre en route, la paramétrer sur Betaflight, bref, c'est une horreur. Tout le monde déteste cette étape. On veut juste s'amuser et voler. Le DJI FPV répondait bien à cette problématique. C'est du plug and play, on peut le mettre en marche, sauf que il a reçu beaucoup de critiques pour principalement deux choses. La première des choses, c'est sa capacité à bien voler. Ouais, donc comme on l'a dit plusieurs fois sur la chaîne, c'est une vraie patate. Wouhou! Wow, là il était lourd. La deuxième chose, c'est que à la limite on aurait pu accepter le fait qu'il vole moins bien, mais le problème c'est que ça stabilise moins bien les images aussi. Du coup on se retrouvait avec des rushs qui n'étaient pas exploitables en prestation et très clairement on voyait ça comme un outil loisir qu'on n'allait pas utiliser nous lorsqu'on nous demande du FPV en prestation. Or ce DJI FPV, déjà il prend tout ce qui est de bien chez DJI, c'est-à-dire qu'on a un mode stabilisé qui est facile d'accès et qui est très rassurant, une vidéo numérique qui est très fiable, mais en plus de ça il vient corriger les défauts du DJI FPV, c'est-à-dire que pour moi, cet appareil, il vole aussi bien que mes autres Cinewoop, voire mieux. Et il a quelques défauts, par exemple, lorsque on va le pousser un peu trop, par exemple, lorsque je veux faire des loopings et qu'il y a du vent, il me cale tout de suite l'assiette lui-même pour pouvoir le redresser, c'est très désagréable, c'est moins instinctif. Mais par contre, dans toutes les autres situations, en vol en intérieur, quand il n'y a pas le vent, il se comporte extrêmement bien. D'instinct, avec les raids d'origine, j'ai pu trouver mes marques et j'ai pu m'éclater instantanément. Concernant toujours les sensations de vol, alors je vais tout de suite casser un mythe, ce n'est pas un drone qui est fait pour l'extérieur. Si c'est un drone qui est excellent en comportement en intérieur, qui est agile, etc., dès lors qu'à l'extérieur un tout petit peu de vent, ça se comporte comme une patate. Vous avez juste à regarder ces images, vous voyez comme le drone est penché sur le côté alors qu'il n'y a pas tant de vent que ça. Alors oui, sur YouTube, il existe de belles images avec des dives sur des falaises, en extérieur, etc. Ce n'est pas un drone qui est fait pour ça. Et vous n'obtiendrez pas satisfaction avec cet appareil si vous voulez faire de l'extérieur dans des grands espaces dégagés. Pour ça, il y a le DJI FPV. Mais c'est un Cinewoop, et comme tout Cinewoop, il y a beaucoup de prise au vent, et le comportement est limité par la taille et la puissance de l'appareil. Deuxième défaut qui est corrigé avec cet appareil, c'est qu'on va pouvoir enfin faire de la stabilisation en post-production.
C'était le problème du DJI FPV. Avec Rocksteady, la stabilisation en temps réel, forcément, on avait une moins bonne stabilisation qu'avec RealSteady, qui était la stabilisation de la GoPro en post-production. RealSteady, c'était la référence. Et pour tous les autres appareils qui n'étaient pas des GoPro, vu que RealSteady est plus ou moins dédié à la GoPro, eh ben, il y avait Gyroflow. Gyroflow, c'était un logiciel qui semblait assez cool, mais assez restreint en termes de public. Il fallait que l'appareil qui soit équipé ait des données gyroscopiques pour pouvoir faire la post-prod, etc. Donc c'était tout un pataquès pour arriver à faire de la post-prod avec. Sauf que là, DJI a rendu compatible la stabilisation en post-production avec Gyroflow. Pour cela, il suffit de désactiver la stabilisation lorsque vous capturez les images, les données gyro sont enregistrées dans l'appareil et vous pouvez sortir des super prises de vue cinématiques comme si vous aviez RealSteady avec une GoPro. Les paramètres logiciels sont pas tout à fait les mêmes, mais si vous bougez les curseurs dans le logiciel, vous arriverez plus ou moins à retranscrire la même sensation qu'avec RealSteady. Ceci en plus que les paramètres par défaut de Gyroflow sont bien moins zoom-dézoom que RealSteady et enlèvent cette impression de plan un peu irréel lorsqu'on fait des accélérations ou des décélérations fortes. Je vous montre les deux stabilisations en vol en intérieur. Une avec Rocksteady, c'est-à-dire la stabilisation qui est interne au drone et qui ne prend en compte que ce qui arrive au moment du vol. Donc vous voyez que sur certaines phases, on a des petits écrans, on a des petits écarts, c'est pas aussi fluide que ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de RealSteady. Et la même séquence avec Gyroflow, on retrouve cette impression de RealSteady. Et ça, on a fait ça avec un avatar. Et c'est super chouette parce que du coup, on a ces lignes cinématiques qu'on recherche. Et clairement, nous, c'est quelque chose qu'on va utiliser en prestation. Parce que le résultat, même si forcément c'est une petite caméra avec un petit capteur, nous satisfait en termes de qualité d'image globale. Et merci au passage à l'aérodrome de Saint-Chamond pour nous avoir ouvert ses portes. Du coup, c'est super. On a une petite machine qui marche bien, on peut stabiliser les plans. Qu'en est-il au niveau de la qualité d'image? Au niveau de la qualité d'image, c'est également une bonne surprise. Alors la GoPro, de ce qu'on a pu tester en basse luminosité, dans des conditions un peu difficiles, est légèrement au-dessus, mais franchement, ça se joue à un pouillème. Et lorsqu'on a voulu faire le test en basse luminosité, on a été un peu surpris des résultats. On a bloqué toutes les caméras aux mêmes valeurs, mais on arrive à des résultats assez différents. Même si tout le monde était bloqué pareil au niveau des ISO, on se retrouve avec l'image de l'avatar qui est très en retrait d'un point de vue luminosité. Mais si vous regardez au niveau du bruit, on voit que les deux autres images sont beaucoup plus bruitées, comme s'il y avait plus d'ISO dans les deux autres images. Conclusion, on ne peut pas tirer de conclusion, et on voit que d'un point de vue logiciel, les paramètres agissent un peu différemment. Si on va toujours au plus efficace, si on enlève ce 1 pouillème de différence qu'il y a entre les deux, en fait c'est beaucoup plus pratique. Vous avez la caméra qui est intégrée à l'intérieur du DJI Avata et du coup vous n'avez pas à gérer tout le pataquès de déclencher le rec, la mettre en naked et du coup pas voir ce qu'il y a sur l'écran. Je sais pas si vous vous souvenez, mais nous on avait énormément galéré lorsqu'on faisait du karting d'intérieur et on avait déclenché plusieurs fois le rec avec le mode timelapse, du coup on n'a pas filmé ce qu'on voulait. Là au moins vous êtes sûr de pas vous planter, vous voyez ce que vous filmez et en plus vous pouvez stabiliser. On peut faire du 4K 60 images secondes, on a un débit de 150 mégabits, c'est largement suffisant pour cette qualité de caméra. On a du dessiné-like pour ceux qui veulent faire de la post-prod en faisant de la colorimétrie. Pour ceux qui veulent utiliser des filtres ND, on peut bloquer des paramètres en manuel. Bref, d'un point de vue de la vidéo, cet appareil, il est vraiment nickel pour moi. Vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. C'est un très bon compromis entre la capacité du drone, de la caméra, du fait qu'elle soit bien protégée et ce qu'on va pouvoir en tirer en vrai. On a également toute une série d'améliorations qui ont été portées sur cette version avec tout ce qui est accessoires. Je commence par le plus simple, cette batterie qui sert à alimenter le masque. Alors certes, on aurait peut-être voulu qu'elle soit sur le masque, mais encore je pense que ça aurait posé des problèmes d'équilibre, etc. Mais surtout, on voulait qu'elle ait enfin un USB-C avec un clips. Parce que comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, plusieurs fois ça m'est arrivé, j'ai le câble qui se débranche en vol et là c'est quasiment crash assuré, j'ai eu beaucoup de chance la dernière fois. Je peux même faire la petite cabriolet. Le problème, c'est quand on a la prise casque qui se débranche pendant le vol. Sérieusement, oh là là, je déteste cette prise. J'ai un écran noir. Là, je suis plus serein quand je mets ça dans ma poche. Alors par contre, le seul défaut, c'est qu'étant donné qu'ils ont mis un truc extensible comme ça, souhaitez-vous étendre la taille de votre câble? Et du coup, ça a tendance à gêner un petit peu avec le bras. Je préférais presque le fait qu'il n'y ait pas de truc extensible comme ça. Mais bon, très bon point au niveau de l'alimentation. Deuxième accessoire qui est super important, le masque FPV. Alors ne l'appelez pas DJI Google's V2, c'est bien des Google's 2. Attention à la confusion. Déjà, il est plus compact et plus léger. Et lorsqu'on sort avec un Cinewhoop qui est déjà lui-même compact, on est content parce que du coup, on va pouvoir utiliser un sac avec un volume moins important. Il a été optimisé au niveau de tout ce qui est paramètres au niveau des yeux. C'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir régler l'écartement comme dans le DJI FPV, mais vous allez pouvoir également régler individuellement la dioptrie pour chaque œil. Pour ça, vous avez juste à fermer un œil, vérifier que c'est net, et normalement, c'est tout bon. Ce masque ne m'a pas fait d'effet waouh comme j'ai pu le voir dans certaines reviews. Pour moi, j'ai la même qualité de vue dans un masque DJI FPV Google V2 et c'est Google 2. Par contre, ce que j'ai apprécié en termes d'usage, c'est le pavé tactile sur le côté qu'il n'y avait pas avant, et également globalement tout ce qui était
été revu dans l'interface utilisateur. C'est plus fluide, c'est plus user-friendly. Bref, on sent moins le truc un peu difficile d'accès d'un point de vue informatique, mais on sent quelque chose qui est quand même plus facile à utiliser, plus sympa à utiliser. Ces lunettes, c'est un très bon point. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de cette radiocommande. Vous savez déjà ce qu'on en pense à travers les différentes reviews qu'on a pu faire du DJI FPV. C'est pas fou. Alors oui, ça va permettre d'amuser vos copains 30 secondes pour que pour la première fois ils puissent prendre un drone en main en appuyant sur la gâchette. Oui, effectivement, on peut prendre beaucoup plus facilement pour la première fois un drone FPV en main avec ça. Mais franchement, quelqu'un qui a déjà fait du FPV, qui veut vraiment apprendre le FPV ou qui a déjà volé en mode accro, ça sert à rien. Ça n'a pas d'utilité. Je veux dire, à part faire des vidéos sur YouTube, on s'en fout complètement. Donc ça pour moi c'est gadget, ça coûte cher pour ce que c'est et je ne vous conseillerais pas de l'acheter. Et on en vient à un point essentiel. Pourquoi est-ce que cette review ne sort que maintenant? Bon déjà, on nous a pas envoyé le drone. Mais en plus de ça, lorsqu'on a voulu le commander, impossible d'arriver à acheter le bon pack. Et je comprends qu'il y a peut-être des raisons marketing, peut-être qu'ils avaient trop de stock de motion controller, peut-être que c'est pour d'autres raisons et qu'ils voulaient vraiment initier les gens à l'utilisation du motion controller pour qu'ils viennent dans le monde du FPV. Bref, je ne connais pas exactement les raisons, mais le résultat c'est qu'on a pas loin de 8 packs FPV à acheter, dont aucun ne correspond à ce que je souhaitais acheter. C'est-à-dire les nouvelles lunettes avec le drone et une radiocommande classique. C'est là. C'est ça qu'on veut. Du coup, il a fallu que je commande séparément tous ces accessoires, sauf, pour rien vous cacher, être complètement transparent, les lunettes qui m'ont été envoyées par DJI. Et du coup, ça a mis 15 jours à arriver. À l'heure où je vous parle, le pack que je souhaiterais voir et acheter, et je pense que la plupart d'entre vous aimeraient acheter, n'est toujours pas disponible. Donc du coup, c'est un peu rageant, parce qu'on a tous acheté un petit accessoire à droite à gauche. Là, la radiocommande, par exemple, elle est en rupture de stock. Et j'ai dû prendre celle de mon DJI FPV pour pouvoir utiliser l'Avata dans de bonnes conditions. Donc quand même, le petit point négatif, c'est ces systèmes de pack à la sortie. Là, c'est pas clair, et puis on n'achète pas ce qu'on veut. Donc DJI, faites-nous juste un pack, nouvelles lunettes, drone, radiocommande. Ça sera nickel. Voilà, j'ai fait exprès de ne pas être exhaustif sur toutes les fonctionnalités de l'appareil parce qu'en fait, on va répondre juste à cette question. Qu'est-ce qu'on en pense en résumé? C'est un appareil qui vole bien, qui est bien protégé, dont on va pouvoir exploiter les images parce qu'on va pouvoir les stabiliser en post-prod. On a de bonnes sensations avec et on a des nouveautés sur les lunettes qui sont fort agréables. Oui, je parle comme quelqu'un du Moyen-Âge, effectivement je regarde House of Dragons. Et finalement, lorsqu'on voit le prix total de l'appareil, c'est super cohérent par rapport à ce que ça propose. Alors, certains vont me dire, oula, mais 1500 € pour ce pack, mais c'est super cher pour le drone. Pas forcément, parce qu'il est entre 500 et 600 € pour le drone seul. Puis après, il y a les lunettes qui coûtent cher, le neuf ça vaut entre 500 et 600 €, et la radiocommande qui elle seule vaut 150 €. Donc du coup, lorsque vous comparez tout ce que vous devez acheter pour avoir un Cinewhoop avec une GoPro Naked et pouvoir autant se faire plaisir, et c'est ça qui est important, c'est qu'avec ce drone-là, on se fait plaisir tout de suite, et bien le prix n'est pas si délirant que ça, et je le conseillerais. Donc mon avis final, c'est bien celui-là, c'est qu'en dehors du fait qu'il y a des packs bizarroïdes avec des trucs à acheter et pas à acheter, c'est un excellent drone. On va s'en servir, on va beaucoup s'amuser avec, et j'espère, vous verrez pourquoi bientôt, que vous aussi. Bon vol. Ouais, il est résistant, ouais. J'ai encore fait une bêtise. Petit saut de cabri. Et on y va.